Bonsoir. Le football ivoirien est-il dans une impasse? Ce mardi 13 octobre, Sam Etiassé, le directeur exécutif de la FIF, annonçait le report de l'ouverture de la saison à une date ultérieure. Les raisons et notre analyse tout à l'heure dans le Live Actu. Nous sommes jeudi. Et les jeudis, c'est soirée décryptage. Le journaliste André Bois et le consultant Alain Toussaint vont se joindre à nous pour décortiquer l'actualité. Le lancement de la campagne électorale, les dernières tractations des candidats, toutes ces informations seront passées au peigne fin par nos experts. Et quoi de mieux qu'un bon point de stress pour finir la semaine en beauté? Le candidat Mike Danon sera sur notre plateau tout à l'heure pour nous délivrer un message sans doute de la plus haute importance. Débat et analyse, décryptage de l'information. L'actualité, comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans le Live Talk. Bienvenue. Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames. Bonsoir Brice. Très heureux de vous savoir présent. Et ceux qu'on n'avait pas présentés tout à l'heure, ou celles que nous n'avions pas présentées, sont Edith Broubleu, bonsoir. Bonsoir Brice. Irène Assi. Bonsoir Brice. Qui nous rejoint ce jeudi. Ah oui, et vous allez comprendre pourquoi dans le Live Actu. On va comprendre le Live Actu tout à l'heure. Alain Toussaint, André Bois, bonsoir messieurs. Bonsoir Brice. Bonsoir Brice. Bonsoir chers complices de... face à la Côte d'Ivoire. Merci. On est vous très prisé par les Ivoiriens et en tout cas nous au niveau de cette émission, on tenait à vous dire. Chapeau. Ouais, franchement, on vous aime beaucoup. Merci. On vous aime beaucoup. Merci. C'est d'ailleurs pourquoi tous les jeudis, on essaie de tout faire pour Vous regarder. garder avec nous. Merci, Voilà. c'est Terminer la gentil. semaine. C'est gentil. Ceci dit, nous allons faire un petit tour de l'actualité et puis, si vous le voulez bien, vous nous apporterez vos différents avis d'experts. Merci. Je travaille l'exercice depuis la semaine dernière. Je vais te regarder. Et rien à assier sur ce plateau parce qu'il est question de sport, il est question de football et la Casa. De la FIF est de retour et il fallait que je vienne traiter ce sujet, c'est pour ça que je suis là ce soir. C'est très bien. Alors il se passe beaucoup de choses depuis le début de ce processus. On a eu d'abord la suspension, on a eu d'abord la demande de suspension du processus électoral, on a eu les audits qu'il y a eu justement par la commission qui a été mise en place par la FIFA. Eh bien, le 13 octobre dernier, le directeur exécutif de la FIF, donc M. Sam Etiassé, a informé les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 du report à une date ultérieure de l'ouverture de la saison donc du championnat 2020-2021. Alors, il justifie ce report de l'ouverture de cette saison-là par les problèmes qui étaient liés au processus électoral pour la présidence de la FIF. Alors, face à tous ces blocages-là, la FIFA avait suspendu le dit processus et puis on se retrouve maintenant à reporter cette saison qui était censée avoir lieu pour le 17 octobre 2020 pour courir vers la Super Coupe Félix Houphouët-Boigny. Ce report vous surprend-il, messieurs, madame? Bon, finalement, moi, je m'inquiète surtout pour les sportifs, les footballeurs ivoiriens. C'est eux qui sont les grands perdants dans cette histoire. Il était prévu que la Ligue reprenne le 17 octobre. On s'y attendait ou pas, de ce report? Bon, finalement, on s'y attendait parce que la FIFA n'a pas encore donné sa décision. Les auditions se sont tenues. Je crois qu'on a eu le calendrier des auditions. Pour l'instant, on n'a pas encore eu de retour sur la décision de la FIFA. En tout cas, moi, je pensais que finalement, on aurait, avec l'intervention de la FIFA, on aurait pu avoir finalement une sorte de décantation, on va dire, de la situation. Ce que vous dire, c'est que vous pensez dire peut-être, c'est même la FIFA a du mal à trancher. À démêler le... C'est dire que le problème ivoirien est toujours, les problèmes ivoiriens sont toujours très compliqués. Mais commençons par vraiment ce qu'Edith a dit. Les vrais parents pauvres dans cette histoire, ce sont les footballeurs. Déjà, ils sont très mal payés. Et le peu qu'ils auraient pu avoir dans le cas où la saison débutait, ils ne l'auront pas, simplement parce que, ils n'ont pas de boulot. Et donc c'est ça qui est très grave. Je termine là-dessus pour dire que finalement, la FIFA, là aussi, montre qu'elle-même, en tant que grande fêtière mondiale du foot, n'est pas respectueuse même d'un ensemble de timing. Parce que
que la FIFA, on dit non, c'est en Afrique, mais que la FIFA vienne aussi retarder la mise en ordre de la saison, franchement, je trouve que c'est très grave. Je pense que ces problèmes nous rendent un peu nostalgiques des années 75-80, pardon pour notre jeune consoeur, où c'était une époque durant laquelle le championnat national était mieux organisé. Ouais. Il y avait des grands clubs, la SEC, l'Africa, le Stade, le Stella, etc., le Sporting Club de Gagnoa, puis des grands footballeurs, Bizet, Léon et autres, qui ont fait rêver des millions de spectateurs. Et les stades étaient pleins. Et à l'époque, il y avait moins de moyens. Ouais. Pas assez de publicité, juste des subventions de l'État, de quelques sociétés qui s'aventuraient à soutenir le foot. Et dans une époque, c'est-à-dire celle d'aujourd'hui, où il y a une multiplication des canaux avec plein de sponsors et des milliards qui sont brassés dans le milieu, on a du mal à organiser une compétition. C'est dommage pour les athlètes, c'est dommage pour le public. Tu mets le doigt sur quelque chose qui peut expliquer en tout cas ce retard dans le démarrage de la compétition. Le problème financier, donc beaucoup d'argent est brassé finalement dans cette compétition, peut-être au sein de la fédération, on parle de FIFA également, mais peut-être qu'il y a aussi un problème de personnes, on s'est bien rendu compte, les intérêts personnels, des dissensions, le manque d'union entre sportifs, entre anciens footballeurs également qu'on a pu constater. Personne n'est capable de s'unir finalement pour le football ivoirien et tout le monde se retrouve Vous savez, on parle souvent de consensus et ça a très souvent prévalu dans les milieux comme le football, en fait dans les associations sportives, on fait prévaloir le consensus parce que pour dire on est capable de laisser tomber son intérêt personnel pour privilégier l'intérêt du groupe. Mais là, on se rend compte que l'intérêt personnel prime, puisqu'en plus, on le rappelle, la fédération quand même a signé avec un diffuseur, parce que vous savez que le football ivoirien est diffusé par une chaîne, et là, c'est un gros manque à gagner. C'est complètement incompréhensible que la FIFA vienne se... Voilà, les raisons évoquées, on pourrait revenir rapidement sur les raisons évoquées, Rayana Assi. On parle du processus. Oui, de tous les remous qu'on a pu apercevoir au cours de ce processus. Et pour répondre à ta question, moi je pense qu'on pouvait bien s'y attendre. Parce que je pense que dans une atmosphère assez mal comprise, où chacun ne se comprend pas, où toutes les parties sont en dispute, on va dire, dans quelle atmosphère est-ce que les joueurs auraient pu jouer réellement, quelle productivité est-ce qu'on aurait eu aussi. Donc, qui dirige tout ça et en toile de fond, il y a aussi qui va contrôler l'organisation, par exemple, de la CAN en 2023. Exactement. qui arrive. Voilà, c'est une compétition on a quand même un COCAN, hein. Bon, donc je pense oui, que bien sûr, mais je veux dire, épargné. il y a forcément des conflits, des intérêts personnels, il y a aussi des enjeux financiers. Et c'est la bataille. Au-delà du foot, il y a le business. En tout cas, ça n'honore pas l'image du pays à l'extérieur parce que finalement, cette crise au sein de la FIFA a amené tous les regards, en tout cas sur le football ivoirien. Quand je passe par tous les anciens collègues de Didier Drogba qui fait partie des candidats, de toute la presse internationale qui s'est intéressée à ce blocage au sein de l'élection. Finalement, on se retrouve le dos au mur. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines? On a une élection présidentielle qui est censée se tenir dans 2 semaines, donc forcément, l'actualité ne va parler que de ça. Les sportifs, les footballeurs sont sur laissés pour compte. Et moi personnellement, ce qui m'a toujours gêné dans un report, c'est qu'il soit s'inédié. Ouais. Voilà, parce que je veux bien qu'on se donne des deadlines pour dire, nous-mêmes, on s'affiche un certain timing pour dire, une certaine pression, on va régler le problème. On se donne de le régler en 2-3 semaines. Mais quand on dit reporter à une date ultérieure, qu'on ramène ça au calendrier grec, bah, écoutez. Mais moi, j'ai envie de dire, si on a pris cette décision, c'est que tous les moyens ne sont pas réunis pour que les joueurs puissent être productifs dans l'atmosphère qu'il fallait. Donc, peut-être que cette décision était la meilleure à prendre à ce moment donné. Oui, peut-être, vous dites, Rayana, qu'elle aurait pu être la meilleure décision. Non, je dis parce que, regardez, là, en début de saison, il y a eu un nouveau président de la Ligue française, la Ligue de football française. Il a été élu il y a il y a à peu près 3 semaines. Vincent Labrune. Mais dites-vous que le championnat français se déroulait. Continue. Mais ça veut dire que ça veut dire simplement que l'institution FIF n'est pas solide, séparée d'un président ou d'un dirigeant. Alors qu'en fait, l'institution devait être elle-même capable de fonctionner sans la présence d'un président élu ou en période électorale. Enfin, c'est ça que ça démontre. Donc on est très faible. Pourquoi ça ne ramène pas justement à cette fameuse phrase, il n'y a pas d'institution forte, il n'y avait que des hommes forts. Oui, et dans le foot, c'est parfois ainsi. Hein. Ouais. Voilà, je veux dire, la gouvernance de la FIFA empêche
la compétition de redémarrer. Et ça, c'est un sérieux problème. Et je pense que la FIFA, en tant qu'organe de tutelle suprême, en tout cas au-dessus de la FIF, pour elle se dit forcément qu'il y a cette continuité au sein du football ivoirien. Donc, que ce soit lié à des hommes ou pas, le football, les compétitions continueraient. Et finalement, on se rend compte que les championnats sont arrêtés. Et c'est là où j'en veux à la FIFA. Hein. Voilà. C'est vraiment dommage, parce qu'on est dans un climat où les Ivoiriens auraient aimé avoir au moins le sport, qui est on va dire, symbole de fair play, symbole de rassemblement et tout ça, qui viendrait réunir les Ivoiriens en cette période assez délicate. Et justement, pour abonder dans ce sens, cela en rajoute aussi à la psychose. C'est ça. Voilà, en disant, même si le championnat est arrêté pour des raisons électorales aussi à la FIF, je pense aussi que le citoyen lambda peut s'interroger, s'inquiéter. Certains se disaient ne pas vouloir, ne pas souhaiter une tutelle de la FIFA, par exemple, sur ce championnat. Est-ce que finalement, ce ne serait pas souhaitable pour permettre au moins à ce championnat de démarrer le temps que une tutelle de qui que ce soit de la CAF, ou, enfin, en tous les cas, on nous montre que là, cette impasse-là, empêche le football ivoirien de fonctionner normalement. Peut-être qu'une tutelle aurait été mieux pour permettre à ce football de fonctionner. Et ça, je pense que c'est une piste qui aurait pu être, j'allais dire, au cœur de la réflexion. Mais je pense, ce n'est pas forcément la meilleure piste, parce que ce qu'on refuse dans d'autres domaines ne peut pas être accepté dans un domaine aussi complexe, certes, mais facile à gérer. Je veux dire, c'est un problème de personnes, il faut s'asseoir là aussi pour discuter. Et ceux qui gère la fédération doit pouvoir trouver les meilleures solutions. Oui, mais le problème se pose quand on n'arrive pas à trouver des solutions, qu'on vienne arrêter un championnat, c'est que quelque part, il faut peut-être un arbitre qui soit là constamment, comme ça. Quand il y a des problèmes au sein de la FIF, on sait que le championnat peut peut-être s'appuyer sur une institution qui a une plus forte voix. Mais je crois que la FIFA, certes, elle peut intervenir parfois comme médiatrice et autres, mais elle ne se gère pas non plus dans la gestion des championnats. Vous imaginez un peu les pays dans le monde où il y aurait des problèmes et la FIFA devrait mettre sur pied des gouvernances transitoires, etc. Elle n'a pas que ça à faire. Bon, j'ai juste imaginé le jingle, le spot. La FIFA présente le championnat ivoirien. Voilà. Il y a un problème. Il y a un problème là, à Côte d'Ivoire. Avec André Bois, Alain Toussaint, Rayana Assi, ce soir à nos côtés, Edith Broubleu, eh bien, nous allons aborder un certain nombre de points dans ce décryptage-là. Et la présidentielle faisant l'actualité en Côte d'Ivoire, dernière ligne droite pour cette présidentielle-là. Depuis la campagne électorale, je suis sorti, j'ai envie de dire, il y a quelques heures, à 0 heure, il était autour de... Bon, ça va. Mais très tôt le matin. Non, un bon journaliste, je faisais un couche-tard. Voilà. Je prenais des nouvelles. Il a observé sa ville. En tout cas, très tôt le matin, j'ai vu une pancarte, j'ai vu des panneaux, une grande pancarte pour dire, ça a commencé. Ça a commencé. Ça a commencé. Pour être plus... Donc j'ai nuancé les propos après. Brice, vraiment, ce que vous dites là, c'est très intéressant pour nous. Pour nous, les observateurs, les journalistes, on aime ça. C'est-à-dire quand on sort et on voit que tout d'un coup, le paysage de notre cité est vraiment comme ça, un peu comme préempté par ces affiches de campagne. Il y a une histoire des affiches, vous savez, ça c'est... En études politiques, on a quand même quelqu'un qui enseigne ça. Les affiches, c'est vraiment quelque chose pour le journaliste très important. Donc, on les voit, mais on n'en voit pas beaucoup. Et ça, déjà, on en prend un petit coup sur la tête. On va beaucoup, dire pourquoi, mais pas différentes. Oui, on en voit beaucoup, mais bon, quand je dis... Enfin, visiblement, il n'y a qu'un seul candidat. En tout cas, on voit les affiches du candidat le mieux préparé, finalement. Ouais, finalement. Donc, il y a un début de campagne, ça, on peut le dire. Mais on ne sent pas la campagne comme on l'aurait souhaité, et ça on peut en parler ici. Pour rendre un témoignage plus réel que celui de Brice tout à l'heure, je suis sortie ce matin et j'ai fait un peu le trajet Angré-Trècheville, et surtout le trajet, j'ai vu effectivement les affiches d'un seul candidat. Qui s'appelle Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, donc l'actuel président. Et donc on se demande, mais je me suis demandé, où sont les autres? Est-ce que c'est lui seul qui bat campagne? Est-ce que les autres attendent de voir comment y aller? Est-ce qu'ils ne se sentent vraiment pas concernés par cette campagne? Et puis on sait que même pour ceux qui ne se sentent pas concernés, on en a un autre qui est KKB. Donc
que je m'attendais aussi à voir, mais non. J'ai vu partout brander Alassane Ouattara avec tous les slogans qui suivent. Donc, bon, peut-être que les affiches de KKB sont encore à l'impression, peut-être. Donc je pense que d'ici demain, peut-être que ça devrait quelqu'un parlait de candidat le mieux préparé. Donc, ça, c'est déjà un premier enseignement qu'on peut tirer, c'est que le candidat Alassane Ouattara et toute la machine RHDP est très préparée, est en marche, est très préparée pour cette élection. Ce n'est nullement un reproche, pas pour nous, pour dire que ce qu'on constate en tous les cas, c'est eux qui occupent l'espace médiatique, en tout cas dans nos rues. Alors, le candidat KKB, quant à lui, n'a pas encore ouvert sa campagne. Sa campagne, il le fera, je pense, samedi. Donc peut-être qu'il attend de faire ce lancement-là. Il fait son lancement demain, ça il faut le dire, parce qu'on en parle. Il fait son lancement demain du côté de Divo. C'est ça. Donc, il faut noter qu'il a eu un malaise hier. Un malaise, mais je pense qu'il a communiqué sur ses réseaux sociaux pour dire qu'il se remettait. Et donc il sera en ordre de bataille à partir de demain. Je pense qu'on a 15 jours quand même. Parfois, on attend un peu vers la fin, là, on laisse un peu traîner le suspense pour voir comment ça se met en marche. Alors, puisqu'on a dit Alassane Ouattara, on a dit KKB, il y a 2 autres candidats qui sont en liste officiellement, en lice, et ces 2 candidats ont effectué leur sortie aujourd'hui. Le président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié, et le président du FPI, Pascal Affi-N'Guessan, ils ont, eux, simplement ils n'ont pas semblé être en ordre de bataille ou de marche. Ils ne se sentent pas concernés. Donc, nous, on a du mal à lire véritablement leur stratégie, mais on constate simplement que leurs affiches ne sont pas dans la ville et que pour le moment, ils ne sont pas encore entrés en campagne parce que la réalité, c'est qu'ils ne se sont pas retirés de cette élection. Mais c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Je demandais, du coup, quand on dit « je ne me sens pas concerné », est-ce que le peuple doit les considérer comme des candidats ou pas ? Mais ils parlent à leurs militants. Quand ils ne sont pas concernés, ils ont des consignes à leurs militants. Il faut noter un point important de leur déclaration. Ils ont parlé de CEI. La CEI est devenue monocolore et caduque. Moi, je me pose la question, à quel moment ils considèrent que la commission électorale indépendante est devenue monocolore et caduque, sachant qu'ils ont déposé leur candidature, ils ont bien déposé leur candidature, ils ont même déposé une caution de 50 millions, donc ils étaient réellement engagés, malgré le fait que la haute autorité de la Cour africaine de justice n'a pas vu son arrêté appliqué par rapport au CEI local. Donc, ils étaient déjà engagés dans le processus. Donc, à quel moment ils considèrent que... Mais Edith, peut-être qu'ils attendaient justement de voir si la CEI justement allait être formée, de voir si les propositions allaient être prises en compte. Donc, ils ont peut-être essayé de suivre le processus normal jusqu'à se rendre compte que peut-être que leur voix n'était pas entendue justement. Et aujourd'hui, ils se disent... Une question, pour la beauté du jeu démocratique, on aurait bien aimé voir tous les candidats. C'est cette ferveur-là des campagnes. C'est ce dont on avait envie. Bien sûr. Ouais, mais bon. Je pense que l'attitude des candidats de l'opposition remet un peu en perspective la question de la légitimité qui sera issue des urnes. Parce que le candidat sortant espérait, au travers de cette élection, à laquelle il participe, trouver une légitimité, donc sortie des urnes. Aujourd'hui, cette élection est, disons, marquée par le désintérêt de ces candidats qui l'ont dit ce matin. Il y a forcément des perdants dans ce processus. Et celui que je vois, ou ce que je vois, ce sont d'abord les populations dont les impôts, et je reviens là-dessus, n'en déplaise à André, servent à financer des institutions comme la Commission électorale indépendante. J'ai vu sur les réseaux sociaux des bulletins de vote, des affiches de campagne, etc. Et je pense que des dizaines de milliards consacrés à ces opérations de vote auraient pu servir à autre chose. Vous voyez, depuis, nous avons compilé avec nos équipes le coût des élections, notamment le coût de la CEI. Nous sommes sur 5 ans à près de 26 milliards de francs CFA. Alors, imaginez 26 milliards investis dans nos régions, dans nos campagnes, etc., ce que cela pourrait apporter comme bien-être aux populations. Donc, du coup, la situation en Côte d'Ivoire aujourd'hui montre que la démocratie est un luxe. Elle a un prix. Mais est-ce qu'il faut continuer à financer à fonds perdu des opérations de vote qui n'intéressent pas les leaders qui auraient pu être eux-mêmes les vecteurs, les promoteurs de la démocratie? Mais est-ce la faute à la CEI au final? Non, parce que c'est elle qui est au cœur, des problèmes. Je finis, André. C'est elle qui est au cœur des problèmes. Mais au-delà de la CEI, et vous avez sans doute raison, je vous le dirai tout à l'heure, c'est aussi la capacité de ceux qui sont les leaders politiques à
comme on dit, privilégier certaines voies pour parvenir à des solutions. Parce que depuis 20 ans, 30 ans, la Côte d'Ivoire est enfermée dans les mêmes problèmes politiques, électoraux. On a l'impression que nous n'avons plus de problèmes de sous-développement ou de développement, on n'a que des problèmes politiques. Vous voyez, et je ne pense pas que ce soit le meilleur signal qu'on donne aux jeunes générations et à celles à venir. Vous voyez, donc je pense que cette élection, quand même, aurait pu être l'occasion de vrais débats. C'est ça. Au lieu de parler des idées, des projets. Depuis des mois, nous sommes enfermés sur des questions techniques, logistiques et d'éligibilité. J'entendais quelqu'un dire il y a quelques heures, aujourd'hui les élections en Côte d'Ivoire font même plus peur que le corona qui tue plus de personnes. Oui, parce bien que sûr. vraiment, Alain l'a dit, bon, c'est vrai qu'Alain est revenu sur beaucoup de choses, je ne vais pas, j'allais dire, axer mon propos sur tout ce qu'il a dit, mais la chose essentielle, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas quel est l'enjeu véritable de notre bataille politique. Au fond, on se bat pour quoi ? C'est ça, les politiques doivent nous dire un jour qu'est-ce qui est vraiment l'enjeu véritable de notre vivre ensemble. C'est quoi leur motivation? C'est quoi leur motivation? Qu'est-ce qu'ils nous promettent pour dire, bon écoutez, vraiment moi je m'engage parce que je veux participer à façonner le destin ou en tout cas à écrire une autre histoire pour mon pays. Parce et que ça, quand on dit qu'on manque. fait de la politique, c'est pour que les choses changent. Exactement. Et ça c'est manque. pour améliorer les conditions des Et populations. c'est pour ça que je me sens un peu blasée dans tout ce qu'on a entendu depuis 2 mois, en tout cas depuis le début des différentes discussions, que ce soit sur la commission électorale indépendante. C'est surtout des problèmes finalement de personnes qui se connaissent depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années. Comme à la FIF. Comme à la FIF, des amis qui sont devenus ennemis, des ennemis qui deviennent des amis. Finalement, on a l'impression qu'on a le peuple d'un côté et on a ses amis ennemis qui se rejettent la faute parce que celui-là a fait ci, celui-là a fait ça. Et finalement, lorsqu'on écoute les populations et leurs vrais problèmes ne sont pas entendus. Dans les débats, on n'entend pas ça. On n'entend pas parler des enjeux de l'éducation, qu'est-ce qui est prévu par rapport aux chiffres de la Banque mondiale, comment on va améliorer cet aspect, par rapport au travail, par rapport à la santé et tout. Et même si on l'entend, parce qu'on l'entend de temps en temps. Autour de ces thématiques. On l'entend de temps en temps. De temps en temps, mais c'est vraiment des sujets pour Ce qu'on veut dire peut-être, sinon ce n'est pas ça. ce ne sont pas ces questions-là qui font débat. C'est ça, c'est qu'on est dans un moment c'est crucial quelque chose de qu'on notre débat. vie politique et c'est à ce moment-là qu'il faut, j'allais dire, taper véritablement sur ce qui nous intéresse ou nous pousse nous-mêmes C'est ainsi à depuis être 3 ensemble. décennies. Non, aujourd'hui, on a l'impression que c'est un débat où chacun y va pour son enjeu personnel, où chacun y va pour l'enjeu de Parce son que- parti. Parce qu'au final, alors à chaque qu'au- déclaration, l'autre va répondre par rapport à ce que l'autre a dit, en fait. Mais c'est juste des problèmes de personnes, au final. On n'a pas de débat d'idées. On peut dire ça, en plus, c'est que il y a 25 ans, on était en 95, il y avait eu Henri Konan Bédié et Vaudier. Ah, ça, oui. On est arrivé en 2010, le président Laurent Gbagbo s'est retrouvé Quand face vous à dites Guy Henri Robert. Konan Bédié et Vaudier, ça veut dire que les autres n'avaient pas participé à N'avaient l'élection. pas participé, avaient appelé eux-mêmes au boycott. Enfin, on va dire, on revient, c'est comme si c'était un perpétuel recommencement, notre façon, en fait, notre lecture, Mais c'est le cas. justement, de l'élection. C'est-à-dire que c'est toujours la même chose. On va refuser d'aller aux élections pour des détails comme ça. Pourtant, là, franchement, On vous dit des Qu'on soit en détails, mais 95. certains les considèrent comme des points importants. des points importants, on est d'accord, mais pourquoi je finis par dire que c'est des détails? Puisqu'au final, quelqu'un va être élu, allez en parler de légitimité, quelqu'un va être élu et il va gouverner pendant 5 ans. Bien sûr. Parce que c'est ce qui s'est passé en 95, c'est ce qui s'est passé en 2010. Et la personne en question a parlé d'élections calamiteuses. Et pour autant, le président Gbagbo, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, cette personnalité, est resté jusqu'en 2010. Donc voyez-vous, on va... Et ça, quand même, à un certain moment, on peut tirer un enseignement. On aurait pu et après, soutenir, tout le monde aurait pu soutenir Vaudier, par exemple, face à Henri Konan Bédié. Mais pourquoi on ne le fait pas aujourd'hui, d'avoir une vraie coalition face au président Alassane Ouattara, qui lui, pour le coup, il faut le reconnaître, joue le jeu puisqu'il est en campagne. Donc voilà. Non, une vraie coalition qui ne peut même pas avoir lieu d'être parce que finalement, elle s'est formée de façon inattendue parce que des événements, des circonstances imprévues se sont positionnés à un moment donné pendant l'année 2020, en début d'année 2020. Donc finalement, ils se retrouvent à dire que des promesses n'ont pas été tenues et que finalement, vu que ces promesses n'ont pas été tenues, ils se sentent lésés et ils vont rejoindre, je pense surtout par dépit, ils vont rejoindre par dépit
une opposition qu'ils avaient critiquée depuis des années. Donc finalement, on se retrouve face à des personnes face auxquelles les populations peut-être ne se reconnaissent pas finalement. Et puis, oui, Yann. Le point important, c'est que si le 31 octobre, les élections se déroulent et que le scrutin est émaillé de violence, ce sont les responsables de l'opposition qui seront sans doute sous le joug de la justice. En revanche, si ces élections... Pourquoi vous dites ça? Non, parce que c'est la loi. Je pense que ceux qui ont sans doute lancé des mots d'ordre devront en rendre compte. Maintenant, si les élections se déroulent sans heurts, cela veut dire aussi que l'opposition aura échoué. C'est ça. Vous voyez, donc c'est quand même un couteau à double tranchant. D'où la nécessité d'avoir une stratégie claire qui permette d'envoyer le bon message à ses partisans. La politique de la chaise vide n'est pas la meilleure en démocratie. Ça ne marchera jamais. Parce qu'on l'a vu depuis 2011. Les partisans du président Gbagbo ont décidé de ne pas répondre à l'appel citoyen du vote. En décembre 2011, en décembre 2016, donc 2 élections législatives, au scrutin de 2015, toujours pour les mêmes raisons, les conditions n'étant pas réunies, etc. Et aujourd'hui, le paysage politique s'est reconfiguré. Comment, dans ces conditions, cette opposition, qui depuis 10 ans a choisi la politique de la chaise vide, peut-elle retrouver sa juste place? Il y a quand même des enjeux de survie même pour ces organisations politiques, au-delà des personnes et des leaders qui les incarnent. Et je pense que le meilleur enseignement aurait dû être tiré depuis les élections de 2011 et 2015, et même du scrutin référendaire, mais visiblement, comme on dit, les analyses qu'il fallait faire n'ont pas été faites. Et aujourd'hui, être dans cette posture, à négocier 2 semaines avant la date du 31 encore, parler des conditions des élections, etc., me paraît quand même assez court. Surtout qu'on l'a dit, quand même, notre histoire est là pour nous enseigner, Brice, et c'est ce qu'on dit, c'est que ça n'a jamais marché, la politique de la chaise vide, partout. C'est ça. Il y a une seule chose qui marche, enfin, disons comme ça, le peuple lui-même est exaspéré, il se lève un matin, il conteste les choses, mais que des leaders politiques qui participent plus ou moins à un processus à un certain moment et s'en retirent, et le processus va à son terme, mais finalement, il continue, et celui qui a organisé les choses s'en sort. Et celui qui fait le plus grand des sacrifices dans cette période, c'est le président du FPI, Afin Guessan, qui m'a semblé paraître quand même l'homme de conciliation, je pense qu'il l'est toujours, mais qui, après avoir été marginalisé pendant de longues années, a finalement rejoint ses amis de l'opposition sur une ligne qui ne semble pas être la sienne il y a quelques mois. C'est ça. Donc, il paye de sa personne, il met en jeu sa carrière politique. J'espère que ses amis le lui revaudront le moment venu. J'estime quand même qu'on est dans une phase où on a bien entendu, on a reçu certains des candidats sur ce plateau, et quand ils parlent, on a l'impression qu'ils sont vraiment axés sur la cause de la population, qu'ils font tout ça pour la population, qu'ils ont une vision, qu'ils sont fatigués de tout ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, quand on se retire, on se dit, est-ce que vous êtes vraiment en train de vous battre pour la population? Parce que se retirer signifierait... Parce que quand 2 se disent ne pas être concernés et que 2 sont toujours là, ça veut dire qu'il y a toujours une élection. À la fin de la journée, c'est la population qui vote, c'est la population qui choisit. Donc le débat devait se faire peut-être autour des programmes, autour de justement montrer de quoi on est capable à travers la campagne qu'on allait mener et tout ça. Et là, laisser la population choisir quel programme lui parle, quel leader lui parle. Mais aujourd'hui, quand on se retire, on se dit, bon, est-ce que vous avez laissé tomber cette population? Est-ce que votre vision ne sera plus d'actualité parce que vous n'êtes pas d'accord avec la CEI? Notez que tout le monde dit pouvoir, ou tout le monde dit être en train de parler au nom de la population, par la voix de la population. Oui. Et ce que je voulais également ajouter, parce que l'impasse dans laquelle on a semblé être est aussi le résultat d'engagement à géométrie variable. Ceux qui refusent aujourd'hui des conditions de la CEI étaient de l'autre côté où ces conditions avaient été acceptées. Donc il faut avoir toujours la bonne attitude parce qu'on brouille les cartes. On est le martyr lundi et puis dimanche, le mardi, on est le bourreau. Donc à un moment donné, il faut aussi de la clarté. Et de la cohérence. Voilà, et de la cohérence. Ça manque. On a beaucoup entendu cette phrase, hein, la politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment quand on veut justifier le changement, de veste. Non, mais là encore, on termine là-dessus, André. On termine encore. Là encore, très rapidement pour laisser la parole à Edith, là encore, on peut comprendre qu'à un certain moment, pour les questions de stratégie, on change. Mais quand on construit vraiment une
j'allais dire, une infrastructure C'est ça. qui doit gouverner l'ensemble de notre de l'opération. Je veux dire, qu'on soit de l'opposition ou du pouvoir, j'allais dire, permettez-moi, on s'en fout. Il faut que l'infrastructure tienne à tout moment. Et là où ça nous pose problème ici, c'est que quand on est de l'opposition, on pense que s'il y a 10 membres de la CEI, c'est pas grave, mais quand on est du pouvoir, on pense que 15 c'est mieux. Voilà. Et quand on passe de l'autre côté, on change d'avis. Enfin voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Les incohérences, c'est finalement une recherche de bon sens qu'on n'arrive pas à trouver. Et un seul otage, le peuple. Et oui, et dans tout ça, la CEI, elle poursuit son petit bonhomme de chemin, elle garde le cap. Et Ça ne va pas plaire à Alain, mais moi je pense que la CEI a raison. C'est son travail. Oui, Elle fait c'est son vrai que travail pour le d'arbitre. moment, Alain, on est d'accord que dans son vote... la CEI est dans son rôle. Voilà, il veut changer vraiment... L'État que doit reprendre ses affaires Voilà, en main. l'État doit reprendre les choses en main, mais pour le moment, la CEI est dans son rôle. On peut lui reprocher de ne pas être, j'allais dire, à temps, de ne pas mettre beaucoup de, d'agents dans telle zone, mais le fait d'engager le processus, la CEI est dans son rôle. Notamment le processus de distribution des cartes d'électeurs. Ouais, ce qui est censé avoir débuté Démarré hier, 2014. démarré hier, jusqu'à quand? Au 20 octobre, jusqu'au 20 octobre. Mardi 20 octobre. Donc la question de savoir surtout comment va se passer de façon fluide le processus de distribution, en tout cas de ces cartes d'électeurs à ces 7 millions répartis et en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Et comme je le disais pendant la semaine, pendant le live talk, la question cruciale à se poser, c'est de savoir si effectivement les populations vont se déplacer dans les bureaux de vote pour retirer ces cartes d'électeurs. Déjà, ça c'est un premier point. Et on n'a qu'une semaine finalement pour retirer ces cartes d'électeurs. Est-ce qu'au-delà de ça, on aurait la possibilité le jour du vote, donc le samedi 31 octobre, de se rendre directement dans son bureau de vote pour le retirer? Effectivement, on peut le faire le jour J. Alain, tout ça. L'autre enjeu, c'est aussi la sécurisation des lieux de retrait des cartes. Compte tenu des tensions actuelles, il faut garantir la protection et la sécurité de ces lieux-là. Est-ce que les populations ne se sentiront pas en danger ou menacées quand elles se rendraient sur ces sites-là? Je pense que c'est un élément assez important. Maintenant, il y a des milliers de lieux d'où les retraits peuvent s'opérer. Aurons-nous ou y aura-t-il suffisamment de forces de l'ordre pour en assurer la protection? Oui, en filigrane, c'est ce qu'il dit Alain là, c'est aussi l'enjeu de la mobilisation. C'est-à-dire que la CEI organise techniquement les choses, mais ce sont les partis politiques qui sont censés mobiliser dans notre contrat avec la nation, mobiliser les Ivoiriens pour dire, voilà, c'est des enjeux politiques, il faut être nombreux. Tout le contraire. Hein, Mais en ce moment. donc ça crée ce que Alain est en train de nous dire. Si on a un camp qui est désintéressé, qui n'appelle pas à la mobilisation, on l'entend. s'il veut empêcher, ça pose problème. Voilà, c'est un message politique, il n'y a pas de problème. Mais là où ça va déraper complètement, c'est d'empêcher ceux qui ont la liberté d'aller chercher leur carte de le faire. Et ça, c'est ce qui serait inacceptable. Et est-ce qu'on aura là aujourd'hui, est-ce que la police est mobilisée pour surveiller déjà tous les lieux de vote pour... A-t-on les effectifs déjà? Voilà, a-t-on les effectifs aujourd'hui pour surveiller ces lieux de vote? C'est un enjeu. Mais déjà, il faut laisser les gens retirer Il n'y leur a pas carte. de raison de s'alarmer pour les personnes qui vont retirer leur Mais la carte. sécurité, c'est l'anticipation. L'anticipation. Mais il faut laisser les gens retirer leur carte. Oui, je pense qu'ils tout cas. peuvent le retirer avec les pièces, Voilà, avec et le puis- passeport biométrique, la carte nationale d'identité, la carte consulaire, voilà. Tout est Alors moi, possible. j'ai hâte de voir combien de personnes vont pouvoir retirer leur carte. On attend autour de 7 400 000 électeurs. Quand on voit les partis de l'opposition appeler leurs militants à ne pas aller retirer leur carte, on se demande comment ça va finir cette histoire. Bon, est-ce que même le retrait des cartes, je ne pense pas que ce soit forcément un enjeu essentiel. Voilà, c'est-à-dire que c'est le vote Ouais. qui importe. Et Mais il celui passe par qui le vote, retrait. Est-ce oui, qu'il mais passe pas par le retrait il peut des le cartes? faire le Ils peuvent jour le du faire vote. le jour, attention. Ils peuvent le faire Voilà, le jour ils du peuvent vote, le faire ça, le faut jour du préciser. vote. Donc, je veux dire, bon, faut pas non plus Effectivement, envoyer c'est des un jour. messages qu'on aura du mal à décrypter et qui n'ont C'est pas ça. forcément une portée essentielle. Vous voyez, on l'a fait par le passé pour l'enrôlement, le C'est ça. recensement, des choses totalement regrettables, parce qu'aujourd'hui, pour bâtir une école dans un quartier, il faut avoir une idée de la population, le nombre d'enfants qui a moins de 6 ans ou On va toucher aura 6 ans, encore à etc. Donc, je La veux dire, cohérence. voilà, la cohérence. Donc, bon, dans tous les cas, chaque organisation est responsable du mot d'ordre qu'il lance. Si ceux qui estiment qu'il faut ignorer l'opération de retrait
Ces personnes ont sans doute leur raison, mais moi, du point de vue de l'observateur et de l'analyste politique, je ne pense pas que ce soit ça qui soit l'étape importante pour impacter positivement ou négativement un processus. C'est le jour du vote, celui qui vient dans le bureau de vote, est-ce qu'il aura le document pour voter? C'est ça qui me paraît important. Et justement, son taux de participation. Exactement. Peut-être ça paraît important, mais d'autant plus que pour marquer vraiment ce qu'Alain est en train de nous dire, c'est que moi, je peux prendre ma carte d'électeur et puis je peux ne pas aller voter. Pourquoi? Et puis, en plus, il se trouve que nos cartes d'électeur, vous voyez, scrutin 1, scrutin 2, etc., c'est fait pour voter aussi pour d'autres élections. Donc c'est quoi c'est ça le problème de cohérence. Et en plus, on a parlé de tous ces enjeux de développement autour de la nation. On doit savoir combien on est, là où on construit des écoles. On va demander aux gens de ne pas se faire recenser. On ne peut pas faire ça. C'est ça le vrai problème. En 2021, il y a des élections législatives. Donc ceux qui n'ont pas retiré les cartes, peut-être le feront en 2021. Dans la foulée, enfin 2 ans plus tard, il y a les élections municipales. Donc je veux dire, il ne faut pas enlever forcément, il ne faut pas se tirer une balle dans le pied. Ouais. Voilà. Il faut, je pense, on peut trouver d'autres armes, entre guillemets, pour discuter, trouver des consensus, trouver des plateformes de dialogue, parvenir à des points d'accord. Voilà. Et puis mettre en place des stratégies. C'est tout. Pour ce qui est justement du retrait des cartes d'électeurs le jour des élections, déjà on sait que l'organisation des élections piétine un tout petit peu son essieu. Est-ce que ça ne pourrait pas représenter une difficulté supplémentaire? Sans doute. Mais si là, la CEI a fixé une semaine pour le retrait, mais il y a sans doute des électeurs qui sont empêchés par le travail, par leurs occupations personnelles ou professionnelles. Donc ça devient une option. Oui, ça devient une option, mais il eût été bon, excusez-moi la formule, que toute l'année, on puisse se rendre, on revient à ce que j'avais dit, dans nos mairies pour retirer nos cartes d'électeurs. Absolument. Vous voyez? Donc il faut tout repenser le système pour avoir la quiétude, qu'on en finisse avec ces batailles électorales chaque fois. Très éloignées. On a l'impression que l'élection présidentielle chaque 5 ans devient, en tout cas cette période de septembre, d'août à octobre, devient une sorte de nœud gordien où on se retrouve dans un goulot d'étranglement où toute l'attention est portée sur finalement l'élection, parce que la démocratie est forcément liée à une élection alors que ça ne devait pas le cas. Tout au long de l'année, en tout cas dans chaque 5 ans, pendant toute la période du mandat du président, pouvoir retirer sa carte d'électeur devrait être un acte à la mairie, normal, à la sous-préfecture, dans tous les services de l'État. Une chose est sûre, le jour du scrutin, il va falloir une bonne organisation de la CEI pour pouvoir canaliser tout ce flux, pour pouvoir faire la différence entre ceux qui doivent retirer leur carte, ceux qui sont là pour voter. Je pense qu'il n'y aura pas de problème à ce niveau. C'est surtout, comme on l'a dit, la sécurité. À part ça, je pense que la CEI a déjà fait ses preuves. Donc, au niveau de l'organisation, au niveau de la fluidité et de la distribution des cartes, parce qu'il y a énormément de bureaux de vote répartis sur tout l'ensemble du territoire, avec des agents également qui sont répartis sur tout l'ensemble du territoire. Maintenant, comme l'a dit Alain, le point le plus important, ce sera la sécurité. Comment on dirait, la CEI aujourd'hui est très décidée à faire ses preuves. On voit toutes les campagnes de sensibilisation qu'elle fait à travers la ville. Elle est vraiment dans sa casquette d'arbitre, justement, et elle communique vraiment sur l'appel au civisme de tous, sur l'appel à des élections pacifiques, etc. Donc je pense que pour le moment, elle est vraiment en train de prouver qu'elle peut chapeauter. Bien sûr, c'est pour ça que la question de Brice est très intéressante et évidemment nos réponses, moi j'apporte aussi ma pierre. Si la CEI met évidemment du 14 au 20, c'est pour déjà régler un premier problème de goulot d'étranglement qui pourrait avoir lieu le jour de l'élection. C'est pour que déjà une bonne partie commence à retirer sa carte. Et puis, c'est exactement le même principe que les tickets de concert. C'est ça, Les préventes, il y a des préventes, c'est ça, c'est le même principe. Et ça fonctionne parce que Rayana l'a bien dit, c'est que la CEI a déjà aussi fait ses preuves, déjà il y a eu d'autres élections, etc. Donc là, je pense qu'on ne devrait pas y avoir de problème. La seule question qu'on se pose, c'est la réaction justement de ceux qui veulent empêcher, par exemple, le processus d'aller à son terme. Donc c'est ça qui va être vraiment le fond de la question. Le point de tension. Ils ne vont pas retirer leur carte d'électeur, mais ne vont-ils pas empêcher les autres qui vont le faire de le faire. Voilà. Il ne faut pas oublier le problème d'intempéries. Je crois que nous sommes en petite saison des pluies, donc cela peut aussi affecter la mobilité des citoyens. En tout
cas, la Sodexam nous appelle à la prudence. Effectivement. On l'a dit. On a eu Peut-être on peut passer un deuxième coup de fil, enfin, je la marre. Il faut avoir le cœur net. Jusqu'au 31 octobre, quelle sera la météo, la pluviométrie. Soyez prudents. Quand vous voyez que le ciel est couvert, soyez prudents. En tout cas, la météo politique, c'est un peu couvert cette Bon, fois. si vous voulez savoir, des oreilles. ils l'ont dit, hein, c'est sur leur site internet. On peut le voir tout le temps. D'accord. Merci beaucoup. Alex. Merci beaucoup. Vous m'évitez de passer un coup de fil au directeur national de la météorologie. Sur ce, on constate également, hein, messieurs et mesdames, sur ce plateau-là, que tout ceci entraîne des mouvements, hein, des manœuvres. Par exemple, Kakabé chez le Premier ministre, le président Bédié, lui, était reçu au Ghana. Ça entraîne du mouvement. Alors, oui, Kakabé chez le Premier ministre, Ahmed Bakayoko. Je crois que d'autres partis d'opposition, d'autres candidats ont reçu des invitations qu'ils ont déclinées. Alors moi, je dirais, pourquoi maintenant? Le Premier ministre est en fonction depuis 2 mois et demi. Depuis le 30 juillet. Voilà, et ici sur ce plateau, et je pense qu'il y a d'autres relais également qui demandaient que le dialogue puisse se nouer entre les acteurs politiques et le gouvernement. Il y a une expression peut-être pour justifier ça, au regard de la tournure des événements? Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Oui, déjà on le dit, il n'a jamais trop tard pour bien faire. Mais en plus, enfin, je me dis, le Premier ministre veut sans doute, parce que c'est lui qui est le chef de l'administration, veut sans doute parler aux candidats. Il aurait pu le faire hors campagne. Bon, non, parce que ceux qui ont été choisis par le Conseil constitutionnel, je veux dire, il s'adresse, il a convoqué, en tous les cas, la demande de rencontre a été adressée à ceux dont les candidats ont été retenus par le Conseil constitutionnel. Le politique n'est pas uniquement constitué des candidats qui Non, sont puisqu'on est dans retenus. l'élection. Oui, Moi, je veux comprendre leur logique. Hein. On est d'accord. On est d'accord que, évidemment, ça aurait pu se faire avant, mais on se dit, bon, ils sont en élection, peut-être que l'administration, enfin, c'est un courrier on a le courrier Ouais, du ministère du de ministre, l'administration, qui date du 14 octobre. du territoire et de la décentralisation, donc M. Sidiki Diakité, qui date du 14 octobre et D'hier. d'hier, et qui invite le groupement politique, donc l'AFD, l'Alliance des forces démocratiques, le Front populaire ivoirien de Afin Guessan, à se rendre à une réunion relative à l'organisation du scrutin présidentiel. Donc c'était prévu pour aujourd'hui, le 15 octobre Donc, à il y avait 10h. Kakabé. Exactement, à la primature. Et voilà, donc finalement, on attend un retour, en tout cas, de ce qui a été dit. Eux, ils se sont pas Voilà, partis. ils se sont Maintenant, pas si nous, on doit présentés. analyser ça sur le côté de la manœuvre politique, parce que c'est vous qui l'avez titré comme ça, Brice. Oui, je pense qu'aussi, c'est une administration RHDP. Il y a aussi une idée derrière la tête, forcément. Je veux dire que le fait de parler maintenant à ceux-là, ça va eux-mêmes, Les mettre devant le fait accompli. soit devant le fait accompli, mais en tous les cas, dire, nous, on vous invite à discuter, et c'est à vous de Mais de c'est saisir. finalement trop tard. C'est un Après peu tous tard. ces appels Non, au mais dialogue, justement, c'est pourquoi on parle de manœuvre. Est-ce que justement, c'est le contenu de la discussion, le contenu des échanges au cours de ces rencontres-là? Je crois qu'il faut qu'on s'arrête là-dessus. Peut-être que vous vous imaginez que ce sont des rencontres de concertation, ça peut être des rencontres d'information sur technique. comment, technique, et effectivement, comment se dérouleront ou devraient se dérouler les Oui, mais les le élections. courrier le dit. On dit une réunion relative à l'organisation du scrutin présidentiel, mais peu importe, cela aurait dû ou pu se tenir largement. Mais là, il avant. se fait là. Bon, enfin, peut-être que Bah, ils auraient pu aller ça ne aussi. peut pas être plus tôt, d'autant plus que tous les éléments, Ils par auraient exemple, pu on être n'avait là. pas lancé de campagne, donc je crois que c'est la veille de cette campagne-là qu'on peut vous... On avait bien des signes avant-coureurs depuis au moins 1 ou 2 mois entre les différentes manifestations. Non, mais qui vous ont eu vous lieu. imaginez que la rencontre... La rencontre ne porte pas sur la contestation, Oui, elle donc porte ça, sur on est d'accord, l'organisation de le l'élection. scrutin C'est pas ce On que je dis. aurait voulu, Oui, mais on c'est aurait toujours un voulu une prétexte, en rencontre fait, pour avec parler un d'autre autre chose. titre, Voilà, justement. Pour exactement. On aurait aboutir à un voulu scrutin avant ça. présidentiel apaisé, au vu, en tout cas, de l'actualité politique de ces 2 derniers mois, on aurait peut-être pu avoir cette rencontre technique, Voilà. comme Oui, tu le dis, pour aborder bien avant. tous les sujets, tous les aspects. Enfin, tous Oui, les bien sûr. Mais bon, pourquoi la refuser, même si elle arrive maintenant? C'est ça aussi la question qu'on peut se Alors poser. Kakabé y est allé parce que Ouais. lui, il assume sa candidature. Mais voilà. Les 2 autres ont décliné Parce qu'ils ne se sont pas concernés. qu'ils ne sont pas concernés. Bah oui, et en même temps, c'est la suite d'un processus. Hein. Ça, on est ils d'accord, avaient déjà là-dessus. boycotté une première... Enfin, ils avaient déjà refusé de participer à une réunion. Oui, mais quand de la on, CEI. Brice, quand on dit qu'on refuse parce que la porte est fermée, excusez-moi, là, je n'ai pas encore été convaincu, elle s'ouvre enfin.
Pourquoi on n'y va pas? Moi, c'est ce que moi, j'ai du mal à comprendre. C'est vraiment pas trop tard, parce qu'on Oui. est seulement au premier jour. C'est le premier jour de la campagne. Pourquoi on n'y va pas? Parce qu'on appelle. Ce n'est pas un bon timing, en fait. Je pense que... Oui, mais Alain, finalement, qu'est-ce qu'on veut? Une semaine plus tôt... Le dialogue, question... c'est à quel moment qu'il doit se déclencher, finalement, le dialogue? Non, le problème, c'est que c'est une manœuvre. On a sorti le thème tout à l'heure. Voilà, cette capacité de dialoguer, de s'asseoir avec les autres, aurait pu se mettre en œuvre. Alain, vous-même, vous avez appelé au fait que la chaise vide, ce n'était pas la chose à... Oui, mais pas là, le jour de l'ouverture de la campagne. Mais sachant qu'ils participent, ils font même pas la campagne. Les opposants ont demandé à rencontrer le chef du gouvernement. Donc moi, je ne comprends pas. Moi, je suis dans les compréhensions totales. C'est vrai que ça peut ressembler à un dialogue, mais Brice l'a dit, ça peut être juste une réunion. Une réunion technique. D'information. Mais il faut y aller, c'est ce qu'on dit. Dans ce cas-là. Non, mais après, vous serez là également à dire, vous ne voulez pas participer aux élections, mais vous êtes à leur réunion technique. Vous êtes à leur réunion technique. Moi, je ne dirais pas ça. Je dirais pas ça parce que... nous rattraper là-dessus. Non, je ne dirais pas ça parce que j'appelle depuis, moi, dans mes propos, à un dialogue entre les acteurs politiques. Si que cette réunion-là ne ressemble pas à une réunion de dialogue. Prenons-le de façon terre à terre. Supposons que ce soit une petite réunion d'information très technique. On peut en profiter pour justement lancer son point. Non, ce n'est pas le cadre. On ne peut pas être à cette émission. C'est comme si vous dites qu'il faut venir à cette émission et vous décidez à cette émission, puisque vous y êtes, Alain, il arrive, vous décidez de vendre une décontracter l'atmosphère. Ne te fâche pas, Je ne te fâche pas, mais on revient sur le mot cohérence. C'est quoi notre cohérence finalement dans cette affaire? C'est-à-dire que c'est à quel moment, moi je veux savoir, parce que là, encore aujourd'hui, le président Bédié et Afi ont fait une déclaration. Et je pense que cette déclaration a pour but d'attirer l'attention de l'administration et du RHGP, de leurs adversaires politiques. Et on refuse une rencontre. Moi, je ne comprends pas finalement. Peut-être que ce n'est pas ce niveau comment je peux dire, de hiérarchie qui peut-être les intéresse. Mais le Premier ministre, quand même. Peut-être le président qui les intéresse finalement, de ce dialogue, peut-être avec lui directement. Je ne sais pas. Je suis d'accord avec Edith. Ouais. Je pense que c'est peut-être le niveau de l'interlocuteur qui les a peut-être... Moi, je dirais plutôt le contenu de la rencontre, pour dire, vous voulez nous rencontrer, pour nous dire quoi? Le timing et le contenu, et puis la qualité en guillemets de la personne. Voilà. Je ne comprends pas, et pourtant je n'ai pas l'oreille dure. Alors, dans cette émission de décryptage, je pense qu'on va la nommer la recherche de la cohérence, par André Bois. Non, parce que je vous dis, André, vous êtes invité à une émission pour parler du processus électoral. Dès que vous êtes sur mon plateau, je dis, en fait, je tenais à vous parler d'autres choses. Voilà, de comment vendre des à ce moment-là, je mets un terme à la rencontre et je sors, je dis aux journalistes, on m'a convoqué pour parler du processus et on va parler d'autre chose. Non, mais en termes d'image, ce serait désastreux. Parce Pourquoi? Il y a une posture, il y a une cohérence dans la posture. Ces états-majors-là ont refusé de se rendre à des réunions de la CEI. Pourquoi? Très bien. Et annonce aujourd'hui ne pas être concerné par le processus. Très bien. Pourquoi se rendrait-il à une réunion destinée, d'après ce qu'on lit, à l'organisation du processus? Il y a de la cohérence. Ils ne se sentent pas concernés. Pour lequel ils ne se sentent pas concernés. La cohérence, pour moi, ce n'est pas seulement dans le refus de participer à l'élection. La cohérence, c'est aussi dans la résolution du problème qu'on dénonce. Parce que je pense que tous ces cadres-là sont aussi des moments pour poser ces problèmes. Parce qu'en plus, c'est quand même une personnalité importante qui vous demande. Parce que ça a été écrit par le ministre Sidiki Diakité, mais la réunion est présidée par le Premier ministre lui-même. Donc vraiment, excusez-moi, c'est à quel moment on pose véritablement notre problème quand on l'a posé devant les micros des télévisions? En tout cas, pas le premier jour de l'ouverture de la campagne. Je pense que le timing n'était vraiment pas celui qu'il faut. Non, mais je pense que... Je pense qu'il n'est jamais trop tard. Est-ce que c'est le leitmotiv? Il n'est jamais trop tard. Pas d'accord. On connaît la chanson. Il n'est jamais trop tard. C'est la chansonnette sur ce plateau, franchement. Mais si la politique pouvait comme ça après rigoler, après des désaccords, ça bien sûr. Je pense que quand même, ils se retrouvent pour rire. Oui, on a déjà entendu, on se retrouve à des mariages, à des baptêmes. Après, face à la nation, c'est différent, mais je pense qu'ils se retrouvent quand même pour discuter. Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk. Petite agitation parce que nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau-là un candidat, le candidat ou the candidat, Mike Danon, pour son premier meeting de campagne. Vous savez, voilà, Mike Danon. Merci.
merci. Ivoirienne, habitant de la Côte d'Ivoire, mes milifants et mes milifanes, vous qui avez cru en moi depuis le début de ma carrière politique, c'est-à-dire il y a un mois, vous qui m'avez accompagné là où certains sur ce plateau m'ont critiqué, n'ont pas cru en ma candidature, mais aujourd'hui, je suis là, vous êtes là, ils sont là, et ils ont peur parce qu'on a déjà Ivoirienne, mes milifants, votre candidat que je suis n'est pas un candidat qu'ils avaient prévu. Donc ça me boycotte parce qu'ils ont peur et ils savent qu'on a gagné. Voilà. Vous savez, les malversations dont je suis victime viennent de personnes que j'ignorais qu'ils auraient pu me mettre les bâtons dans les roues. Pour preuve, le 1er octobre, j'aurais dû recevoir le prix, le trophée UEFA du président de l'UEFA. Au final, qui a reçu le trophée? Un certain Didier Drogba, qui déjà ici à Abidjan, en association avec Sori Diabaté et Idriss Diallo, m'ont éjecté de la présidence de la FIFA parce qu'ils savaient qu'on avait déjà gagné. Le meeting qui se tient ici aurait dû se tenir au stade Ebempe. Un stade que j'ai moi-même préfinancé. Mais quand ils ont su que j'étais en route, ils ont changé le nom du stade et je me suis perdu. L'Africa Sport que j'avais mandaté pour faire saigner le gazon a pris 2 balles. Comment dans un pays qui se respecte, des joueurs qui ont inspiré le coup franc de l'international Cristiano Ronaldo peut finir à sec? C'est un mystère. Mais j'ai pas donné parce qu'ils savent qu'on a des le palais de la culture que j'avais prévu en plan B pour le 10 octobre. La veille a été attribuée à Yodé et Siro. Pour parler de quoi? Pour parler de quoi? De leur Moïse. Mais attention, j'ai appelé Yodé, j'ai appelé Siro. Je dis, mais Yodé et Siro, vous avez la mémoire courte. Quand vous avez commencé votre carrière, une carrière que vous avez démarrée en portant les habits de serveur pour aller faire pochette d'album. Qui vous a donné votre premier cachet? À l'époque, c'était 15 000, c'est moi. J'ai dit, Yodé, Siro, et Isegbené, vous aurez dû me mettre dans ce show, vous avez mis pas de saco. Mais j'ai pardonné, parce qu'en Zouglou, on est toujours gagnant. Et tous les Zougloumans de Côte d'Ivoire savent qu'on a déjà gagné. Non. On a déjà bocolisé, parce que ça, c'est en Zouglou. Donc, on a déjà bocolisé. Voilà. Vous savez, malgré tous ces obstacles, je ne me suis pas démonté. Dans la nuit du 9 au 10, grâce à 2 amis, 2 frères, Fabrice Saognon et le maire du plateau, Ewo, j'ai obtenu l'accord de faire mon meeting au stade Félix Houphouët-Boigny le 10 à 8 heures. Mais une fois que j'arrive au stade, on nous dit qu'il y a déjà un autre Boigny à l'intérieur qui est en train de tout ginzer. Ivoirienne, mes chers milifants, mes chers milifans, certains ont eu de grands stades avec leur Boigny. D'autres ont eu le palais de la culture avec leur Boigny. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas la taille qui fait le boulot. C'est la précision dans le framponnement. Voici mon espace ici, Live TV, 5 minutes au Japon. Voici mon Boigny. Voilà. Motion. Bon, nous là, on n'est pas fourmis, on n'est pas abeilles,
On n'est pas guêpe. On est vont. C'est quand tu attaches nos pieds que tu comprends qu'il y a bruit et puis bruit. La semaine prochaine, on parlera de mon programme de gouvernement. Si tu as voté, j'ai gagné. Si tu n'as pas voté aussi, j'ai gagné. cha